Joyeux jour des mères, maman. Pierre m'a tendu une tasse en plastique rose, ornée d'un autocollant qui se décollait déjà. Voilà ce que je valais pour mon propre fils. Quelques instants plus tôt, je l'avais vu offrir à Claudine, sa belle-mère, une boîte en velours rouge contenant une bague en diamant de 30 000 € et des billets pour une croisière en Méditerranée. Pour la femme qui m'a donné l'épouse parfaite, lui avait-il dit en lui baisant la main comme si elle était une reine. À moi, il s'était contenté de lancer « J'espère que tu aimes le thé, maman ?» Mon cœur s'était brisé sur place, devant toute la famille réunie dans le jardin de la maison que je leur avais achetée, à Saint-Germain-en-Laye. 71 ans à bâtir une entreprise, à sacrifier mes propres rêves, et mon fils m'offrait une babiole pendant qu'il comblait de luxe une femme qu'il ne connaissait que depuis 5 ans. Sophie, sa femme, affichait un sourire satisfait, caressant la nouvelle bague de sa mère, tandis que je tenais cette tasse misérable, sentant ma dignité me brûler les mains. « Merci, mon fils », ai-je murmuré, mais à l'intérieur, quelque chose s'était cassé pour toujours. Cette nuit-là, seule dans ma maison du Vésinet, j'ai regardé les photos de l'époque où Pierre était petit. Il y avait moi, jeune et pleine d'espoir, le portant dans mes bras après avoir travaillé 12 heures à l'usine de textile à Roubaix. Je me suis souvenu des nuits passées à coudre son uniforme scolaire, parce que je n'avais pas les moyens de lui en acheter un neuf. Je me suis rappelé avoir vendu mon unique bijou, la bague de ma mère, pour payer ses études à l'université de la Sorbonne. J'ai revu le moment où j'ai hypothéqué ma maison pour lui donner l'argent nécessaire à l'ouverture de sa première boutique à Paris. Je me suis remémoré mes mains en sang à force de travailler, mais toujours un sourire pour lui. « Mon fils, tout ce que je fais, c'est pour ton avenir », lui disais-je en lui servant un dîner chaud, préparé après une journée épuisante. Et maintenant, des décennies plus tard, mon avenir se résumait à une tasse en plastique. Les larmes ont coulé sur les photographies jaunissent. Dans l'une d'elles, Pierre avait 8 ans et m'enlaçait fort après que je lui avais acheté le vélo qu'il désirait tant. « T'es la meilleure maman du monde », m'avait-il dit ce jour-là. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un écho douloureux de ce que nous avions été. Je me suis levée et j'ai marché dans ma maison vide. Chaque meuble, chaque tableau, chaque recoin était chargé des souvenirs, des sacrifices que j'avais faits pour lui. Le canapé où je m'endormais en lui lisant des histoires quand il était petit. La table où il faisait ses devoirs pendant que je tenais les comptes. De l'entreprise que je construisais pour lui laisser un héritage. Cette entreprise, toute ma vie résumée en un mot. Émeraude Textile. De l'atelier minuscule dans mon garage à Montreuil, elle était devenue l'une des manufactures les plus importantes de la région parisienne. 40 ans de sueur, de larmes et de détermination. Tout pour lui, tout pour lui. Un jour, tout ceci sera à toi, mon fils, lui avais-je promis quand il avait 15 ans et se plaignait que je travaillais trop. Tout ceci est pour que ton avenir soit assuré. Mais maintenant, tenant cette tasse pour marcher, je me demandais si tous ces sacrifices en valaient la peine. J'ai pris mon téléphone et relu le message qu'il m'avait envoyé après l'humiliation. « Maman, j'espère que tu comprends que Claudine est comme une seconde mère pour moi. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. » Et moi, alors, qu'étais-je ? Un vieux meuble dont on n'avait plus besoin. Sophie était entrée dans nos vies il y a 5 ans comme une tempête. Dès le premier jour, elle s'était arrangée pour éloigner Pierre de moi avec des remarques venimeuses déguisées en sollicitude. « Ta mère est trop contrôlante, mon amour. Une femme de son âge devrait profiter de sa retraite, pas se mêler des affaires. » Retraite, comme si une mère pouvait prendre sa retraite de l'amour pour son fils. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir Pierre la défendre constamment. « Sophie a raison, maman. Tu as assez travaillé. Il est temps que tu te reposes. » Se reposer, cela signifiait disparaître, devenir invisible, cesser d'exister dans ces décisions importantes. Et maintenant, une femme arrivée dans nos vies depuis si peu de temps recevait les honneurs que j'avais gagnés par des décennies d'amour inconditionnel. Cette femme, Claudine, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie,
qui vivait de la pension de son défunt mari et des caprices que sa fille lui offrait. Elle arrivait aux réunions familiales dans des robes coûteuses vert émeraude, parées de bijoux scintillants et d'un sourire faux qui ne trompait personne, sauf mon fils. « Oh, Isabelle, quelle belle maison tu as !» me disait-elle de sa voix mielleuse, ses yeux calculant la valeur de chaque objet. « Ça doit coûter cher d'entretenir tout ça. » Ces commentaires avaient toujours un double tranchant, comme des dagues enrobées de velours, mais Pierre ne voyait rien de tout cela. Pour lui, Claudine était la belle-mère parfaite, toujours disponible pour l'écouter, jamais critique sur ses décisions financières désastreuses, applaudissant chacune de ses idées, aussi farfelues soient-elles. « Ma mère me donne toujours des conseils non sollicités », avait-il dit un jour à Sophie, sans savoir que je l'entendais depuis la cuisine. « Claudine, elle me fait confiance. Elle me fait sentir comme un homme accompli. » Un homme accompli. Mon fils, qui avait fait faillite 3 fois, qui vivait de l'argent que je lui versais chaque mois, qui conduisait la voiture que je lui avais achetée et habitait la maison à mon nom. Mais Claudine le faisait se sentir accompli simplement en ne lui disant jamais la vérité. Cette nuit-là, tenant cette tasse misérable, je me suis remémoré chaque chèque signé pour sauver Pierre de ses mauvaises décisions. 50 000 € quand sa première entreprise d'importation avait fait faillite. 30 000 autres quand il avait investi dans ce restaurant à Montmartre, qui avait fermé en 6 mois. Et l'année dernière, 100 000 € supplémentaires quand il s'était fait arnaquer par une escroquerie pyramidale qui lui promettait de doubler son argent. « Ce n'est qu'un prêt, maman, » me disait-il toujours. « Je te rembourserai avec intérêt quand tout ira bien. » Mais rien n'allait jamais bien, et l'argent ne revenait jamais. Je me suis dirigée vers mon bureau, où je gardais tous les documents. J'ai ouvert le tiroir contenant les preuves des virements bancaires des 5 dernières années. Des piles de papier racontant l'histoire de mon amour inconditionnel et de son ingratitude croissante. Virement de mes 1 000 € pour la compte de sa nouvelle voiture. Virement de 20 000 € pour des vacances à Nice que Sophie voulait absolument. Virement de 8 000 € pour la bague de fiançailles que ma princesse mérite. Sa princesse. C'est ainsi qu'il appelait Sophie. Il ne m'avait jamais appelée princesse, pas même quand il était petit, alors que j'étais son monde entier. Il y avait aussi les reçus de tous les cadeaux que je leur avais faits pour Noël, les anniversaires de mariage. Le collier de perles véritables pour Sophie, qui avait coûté 1 000 €. La montre suisse pour Pierre, d'une valeur de 15 000 €. Les meubles italiens pour leur maison du Marais, que j'avais fait importer spécialement pour 40 000 €, et qu'avais-je reçu en retour? Une tasse en plastique à 2 €. Mon téléphone a sonné. C'était un message de Sophie. « Isabelle, j'espère que tu n'es pas fâchée pour le cadeau d'aujourd'hui. On est un peu juste financièrement en ce moment. Tu sais comment est la situation économique. » Juste financièrement, alors qu'ils offraient des bijoux de 30 000 € à sa mère. J'ai répondu froidement. « Ne t'inquiète pas, ma chère, je comprends parfaitement. » Mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas comment mon fils en était arrivé à m'accorder si peu de valeur. Je ne comprenais pas comment une femme entrée dans nos vies il y a à peine 5 ans avait réussi à me remplacer dans son cœur. J'ai fermé les yeux et me suis transportée à ces dimanches où Pierre était petit. Après la messe à l'église de Saint-Sulpice, il s'endormait dans mes bras pendant que je conduisais jusqu'à notre appartement à Belleville. L'après-midi, nous faisions des gâteaux ensemble. « Quand je serai grand, je prendrai soin de toi comme tu prends soin de moi, maman, » me promettait-il de sa petite voix d'enfant. Où était passé cet enfant qui me faisait de telles promesses? À quel moment s'était-il transformé en cet homme qui me traitait comme une étrangère? Le changement avait été graduel, si subtil que je ne m'en étais pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. D'abord, les visites moins fréquentes. Sophie préfère qu'on passe les dimanches avec sa famille et maman. Puis des appels plus brefs. « Je suis pressée, je te rappelle plus tard. » Et enfin, une indifférence totale masquée par un semblant de respect. « Tu es plus âgée maintenant, maman. Tu devrais te reposer au lieu de t'inquiéter pour nous. » Âgée. Ce mot était devenu son excuse pour tout,
J'étais trop âgée pour donner mon avis sur ses finances, trop âgée pour lui rendre visite sans prévenir, trop âgée pour espérer être incluse dans leurs projets familiaux. Mais je n'étais pas trop âgée pour signer des chèques, pour régler leurs problèmes financiers, pour être leur bouée de sauvetage chaque fois qu'ils se noyaient dans leurs mauvaises décisions. Cette nuit-là, assise dans mon bureau, entourée de reçus et de preuves, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, comme toujours. Mais cette fois, au lieu de ressentir le poids familier de la tristesse, je sentais une clarté froide, comme si je m'étais éveillée d'un long rêve confus. J'ai enfilé mon tailleur gris, celui que je portais pour les réunions importantes, et je me suis rendue à mon bureau à La Défense. « Bonjour, Madame Isabelle », m'a saluée Marianne, ma secrétaire depuis 20 ans. « Comment s'est passé votre jour des mères ? Révélateur », ai-je répondu sans m'arrêter. « Marianne, mettez-moi en relation avec la banque, puis avec le comptable. Nous avons des affaires importantes à régler. » J'ai pénétré dans mon bureau et j'ai sorti du coffre-fort tous les documents légaux de l'entreprise. Contrat, acte, procuration. 40 ans de travail résumés dans ces papiers jaunis, signés avec l'illusion de construire un héritage pour mon fils. Mon téléphone a vibré. C'était Pierre. « Maman, as-tu déjà viré l'argent de ce mois-ci ? Sophie a vu des meubles pour le bébé en promotion. » Le bébé. Sophie était enceinte de 3 mois et j'avais été la dernière à l'apprendre. « On a oublié de te le dire, » m'avait dit Pierre quand il s'était enfin décidé à m'appeler. Avec tout ce qu'on a en tête, ça nous est sorti de l'esprit. Ils avaient oublié de me dire que j'allais devenir grand-mère, mais ils n'oubliaient jamais de me demander de l'argent. J'ai relu son message, et quelque chose en moi s'est durci. J'ai écrit « Pierre, il faut qu'on parle. Viens au bureau cet après-midi. Tout va bien, maman. Il y a un problème avec l'entreprise ? Oui, quelque chose ne va pas avec l'entreprise. Viens à 16h. J'ai raccroché et composé le numéro de mon avocat. Maître Dubois, c'est Isabelle. J'ai besoin de vous voir de toute urgence. Je veux modifier certains documents. Bien sûr, Madame Isabelle. Un problème avec l'entreprise ? Aucun problème. Je veux juste protéger mon patrimoine. Mais en attendant le rendez-vous, j'ai examiné les états financiers des 5 dernières années. Les chiffres ne mentaient pas. J'avais transféré à Pierre plus de 500 000 € en prêts qu'il ne m'avait jamais remboursés. J'avais payé ses dettes, financé ses caprices, couvert ses erreurs. De plus, j'avais mis à son nom l'appartement où il vivait, lui avais donné 50% des parts d'une de mes filiales et signé un document le désignant comme bénéficiaire de mon assurance vie de 2 millions d'euros. Tout cela pendant qu'il m'offrait des tasses en plastique. Marianne est entrée avec le café. « Madame, l'appel de la banque est sur la ligne 1. » Merci, Marianne. J'ai pris le téléphone. « Monsieur Lefebvre, ici Isabelle Martin. Je veux annuler tous les virements automatiques vers le compte de mon fils. » « Vous êtes sûre, Madame Isabelle ? Ces virements sont actifs depuis plus de 3 ans. » « Absolument sûre. Et je veux aussi annuler les cartes de crédit supplémentaires à son nom. Toutes. » « Entendu. Y a-t-il un problème dont nous devrions être informés ? Aucun problème. Je réorganise simplement mes finances. » Après avoir raccroché, je me suis sentie étrangement légère, comme si je m'étais débarrassée d'un poids que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. Je me suis souvenue des paroles de Claudine pendant la fête. Oh, quelle chance à Pierre d'avoir une mère aussi généreuse. Mais parfois, je pense que les parents donnent trop, et les enfants s'habituent mal. À l'époque, j'avais cru que c'était une remarque anodine. Maintenant, je réalisais que c'était une moquerie déguisée en préoccupation. Cette femme savait exactement ce qu'elle faisait, semant les graines de l'ingratitude chez mon propre fils. Les parents qui donnent trop sans rien exiger en retour élèvent des enfants ingrats, avait-elle ajouté en admirant sa nouvelle bague. Heureusement, ma Sophie me valorise, car je ne lui ai jamais tout donné sur un plateau. Sophie la valorisait parce que Claudine n'avait jamais rien eu à offrir. Il était facile de valoriser quelqu'un qui ne représentait aucune charge financière, qui n'avait aucune attente, qui se contentait d'exister sans déranger.
Moi, en revanche, j'avais été la pourvoyeuse constante, celle qui résolvait les problèmes. Le filet de sécurité toujours présent, et c'était précisément pour cela que j'étais devenue invisible. Une ressource qu'on tenait pour acquise, comme l'air qu'on respire. À 14 heures, Maître Dubois est arrivé. C'était un homme d'âge mûr, de confiance, qui gérait mes affaires juridiques depuis 15 ans. « Madame Isabelle, en quoi puis-je vous aider ? » « Je veux modifier mon testament. Je veux retirer Pierre comme bénéficiaire principal et créer une fondation caritative. » L'avocat m'a regardé, surpris. « Vous êtes sûr ? C'est une décision radicale. » Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé le jour des mères, le mépris, l'humiliation publique, les années à être traitée comme un distributeur automatique. Je comprends votre douleur, Madame Isabelle, mais ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux en discuter avec lui d'abord ? J'ai discuté avec lui pendant 71 ans. Il est temps que mes actions parlent d'elles-mêmes. Nous avons passé 2 heures à rédiger les nouveaux documents. La Fondation Mères Oubliées serait la bénéficiaire de 80% de mon patrimoine. Le reste serait réparti entre mes employés les plus anciens, qui avaient été plus loyaux que mon propre sang. Marianne, qui travaillait pour moi depuis 20 ans, arrivant tôt et partant tard sans jamais se plaindre. Robert, le chef de production, qui avait été comme un frère pendant 15 ans, veillant sur l'entreprise comme si elle était la sienne. Il méritait ma gratitude bien plus que le fils qui m'avait oublié. Et pour l'appartement et les actions déjà à son nom, cela peut aussi être modifié. Je veux récupérer tout ce que je lui ai donné. Ce sera plus compliqué juridiquement, mais c'est faisable. Nous devrons prouver que ces dons étaient conditionnés à son respect et à son soin envers vous. J'ai toutes les preuves nécessaires. À 16 heures précises, Pierre est entré dans mon bureau avec ce sourire confiant qu'il affichait toujours quand il venait me demander de l'argent. Il portait une chemise neuve, probablement achetée avec l'argent que je lui avais donné le mois précédent. Ses chaussures italiennes brillaient sous la lumière du bureau, et la montre suisse que je lui avais offerte pour son anniversaire scintillait à son poignet. « Bonjour maman, qu'est-ce qui est si urgent ?» Je l'ai regardé sans sourire. « Assieds-toi, Pierre, nous avons beaucoup à discuter. »« Tu vas bien ? Tu as l'air très sérieuse. »« Je vais parfaitement bien. En fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien. » J'ai posé sur le bureau tous les reçus des virements, les preuves des cadeaux, les documents des propriétés. « Sais-tu ce que c'est ? » Pierre a regardé les papiers avec nervosité. « Des documents de l'entreprise ? » Non, mon fils. Ce sont les preuves de tout ce que j'ai fait pour toi ces dernières années. Chaque euro que je t'ai donné, chaque dette que j'ai payée, chaque caprice que j'ai financé. Son expression a changé. Le sourire confiant s'est évanoui, remplacé par cet air gêné qu'il prenait quand il savait qu'il avait mal agi. « Maman, si c'est à cause d'hier, je t'ai déjà expliqué qu'on est un peu juste financièrement. Le cadeau pour Claudine, on l'avait acheté il y a des mois, quand les choses allaient mieux. »« Il y a des mois, ai-je répété, ma voix plus froide que je ne l'avais prévu. Tu me dis que vous avez planifié pendant des mois un cadeau de 30 000 € pour ta belle-mère. Mais pour moi, vous avez acheté une tasse à 2 € la veille. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi, Pierre ? Explique-moi comment ta mère, la femme qui t'a donné la vie, qui a tout sacrifié pour toi, vaut 10 000 fois moins qu'une femme que tu connais depuis 5 ans. Il s'est agité, mal à l'aise, sur sa chaise. « Maman, tu exagères toujours. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais Claudine est spéciale. Elle ne me juge jamais, ne me met jamais la pression, ne me fait jamais me sentir mal pour mes décisions. Bien sûr qu'elle ne te juge pas. Comment pourrait-elle juger la poule aux œufs d'or qui entretient sa fille ? » Ma voix s'est élevée. « Tu penses que je suis idiote, Pierre ? Ne dis pas ça. Alors explique-moi quelque chose. » J'ai pris un document. Voici le reçu du virement de 100 000 € que je t'ai fait l'année dernière quand tu t'es fait arnaquer par cette escroquerie pyramidale. Claudine t'a-t-elle aidé avec ça ? T'a-t-elle aidé quand ta première entreprise a fait faillite ?
quand le restaurant t'a coulé, quand tu avais besoin d'un acompte pour la maison. Elle n'a pas les moyens de... Exactement. J'ai frappé le bureau de la main. Elle n'a rien à donner, c'est pour ça qu'elle est... Soit elle est facile à aimer. Elle ne représente aucune responsabilité, aucun engagement, aucune attente. C'est comme un animal de compagnie adorable qui ne fait que recevoir de l'affection. Ne parle pas comme ça de Claudine. Et comment dois-je parler de moi, Pierre? Comment dois-je parler de la femme qui t'a soutenu pendant 35 ans, qui a payé tes études, qui t'a donné un emploi dans son entreprise, qui t'a acheté une maison, une voiture, qui t'a sauvé de chaque erreur financière que tu as commise? Il est resté silencieux, baissant les yeux. Sais-tu combien d'argent je t'ai donné ces 5 dernières années? J'ai sorti une calculatrice. 47 000 € en virement direct, plus 200 000 en cadeaux, vacances et paiement de dettes. Plus la valeur de l'appartement que j'ai mise à ton nom, 300 000 €. Au total, plus d'1 million d'euros. Ses yeux se sont écarquillés. Maman, je ne savais pas que c'était autant. Bien sûr que tu le savais. Chaque fois que tu avais un problème, tu savais exactement qui appeler. Chaque fois que Sophie voulait quelque chose, tu savais qui te donnerait de l'argent. Mais jamais, pas une seule fois, tu n'es venu me demander comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose, si je me sens seule. Je pensais que tu allais bien, tu as l'entreprise, tu as de l'argent. J'ai de l'argent, oui, mais je n'ai pas un fils qui m'aime vraiment. Les larmes ont commencé à perler dans mes yeux. Je les ai retenues. Sais-tu quand est-ce la dernière fois que tu m'as appelé juste pour me saluer, sans rien me demander? Il a réfléchi, et cela m'a fait plus mal que n'importe quelle réponse. Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas, parce que ça n'arrive jamais. Tu ne m'appelles que quand tu as besoin de quelque chose. Ce n'est pas vrai. Pierre, hier soir, j'ai vérifié ton historique d'appel. En 6 mois, tu m'as appelé 17 fois. Et chacune de ces conversations s'est terminée par un virement de ma part ou par la résolution d'un de tes problèmes. Maman, les choses ne sont pas si simples. Sophie est enceinte, nous avons beaucoup de dépenses. La situation économique du pays est difficile. Et tu crois que je n'ai pas de dépenses? Tu crois qu'entretenir une entreprise, c'est gratuit? Tu crois qu'à 71 ans, je n'ai pas de soucis? Mais toi, tu as toujours été forte. Tu as toujours tout résolu. J'ai été forte parce que je n'avais pas le choix. Mais je suis fatiguée, Pierre. Fatiguée d'être forte, d'être celle qui donne toujours et ne reçoit jamais, d'être prise pour acquise. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre. La ville s'étendait devant moi. Cette ville où j'avais bâti mon empire, en travaillant jour et nuit, où j'avais créé une entreprise qui employait 200 familles. Sais-tu ce qui m'a fait le plus mal, plus encore que le cadeau d'hier? Lui ai-je demandé sans me retourner. C'est que Claudine a reçu cette bague en public, avec une cérémonie, des mots doux. Moi, tu m'as donné cette tasse comme si tu te débarrassais d'une corvée ennuyeuse. Maman, je suis désolée. Je n'ai pas réalisé comment ça pouvait être perçu. Tu n'as pas réalisé parce que tu ne me vois pas, Pierre. Pour toi, je suis invisible, sauf quand tu as besoin d'argent. Je me suis retournée vers lui. C'est pourquoi j'ai pris une décision. Son visage a blêmi. Quelle décision? J'ai annulé tous les virements automatiques vers ton compte. J'ai annulé tes cartes de crédit et je modifie mon testament. Quoi? Il s'est levé de sa chaise comme s'il avait reçu une décharge électrique. Tu es folle? Je suis lucide pour la première fois depuis des années. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix s'est brisée et pour la première fois en des années, j'ai vu une véritable panique dans ses yeux. Maman, j'ai des responsabilités. Sophie est enceinte, nous avons des dépenses à couvrir. Et moi, j'ai une dignité à récupérer. Ma voix était plus calme que ce que je ressentais à l'intérieur. Pendant 40 ans, j'ai été ton filet de sécurité financier. Il est temps que tu apprennes à nager seul. Mais tu ne peux pas me couper comme ça, je suis ton fils. Oui, tu es mon fils. Mais quand as-tu agi comme tel pour la dernière fois? J'ai pris mon téléphone.
Marianne, pouvez-vous apporter les documents préparés avec Maître Dubois ? Quels documents ? La panique dans sa voix était palpable. Le Nouveau Testament où je retire ton nom comme bénéficiaire principal. La fondation caritative que j'ai créée recevra 80% de mes biens. C'est de la folie. Il s'est passé les mains d'un dans les cheveux, comme il le faisait enfant quand il était nerveux. Tu ne peux pas laisser tout ton argent à des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers. Pierre, ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Des mères abandonnées par des fils ingrats, des femmes âgées vivant en maison de retraite parce que leurs familles les ont oubliées. Des gens qui connaissent la valeur de l'amour et de la gratitude. Marianne est entrée avec un dossier épais. « Voici les documents, Madame Isabelle. Merci, Marianne. » J'ai ouvert le dossier et posé les papiers devant Pierre. Comme tu peux le voir, tout est légal. Il ne manque que ma signature. Il a pris les documents d'une main tremblante. Fondation Mères oubliées, 80% du patrimoine total. Ses yeux parcouraient rapidement les pages. Ça représente plus de 10 millions d'euros. De l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front en travaillant 12 heures par jour pendant que tu jouais au parc. De l'argent que je pensais laisser à un fils qui m'aimerait et me respecterait. Mais ce fils semble avoir disparu. Et à sa place a grandi un étranger qui ne me voit que comme un compte en banque. Et maman, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Je sais que j'ai été inconsidérée, mais je ne mérite pas ça. Tu ne mérites pas ça ? Ma voix s'est élevée. Qu'est-ce que tu ne mérites pas, Pierre ? Que ta mère ait de la dignité ? Qu'elle exige un minimum de respect après une vie de sacrifice ? Je te respecte. Mensonge. J'allais frapper la table à nouveau. Si tu me respectais, tu ne m'aurais pas humiliée hier devant toute la famille. Si tu me respectais, tu n'aurais pas offert à ta belle-mère un cadeau 1000 fois plus cher que le mien. Si tu me respectais, tu m'aurais appelé pour me dire que j'allais devenir grande-mère, au lieu de me laisser l'apprendre par hasard. Il s'est effondré sur sa chaise, vaincu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je reprenne la bague à Claudine ? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu saches ce que ça fait d'être invisible, d'être pris pour acquis, d'être valorisé uniquement pour ce que tu peux donner. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Je l'ai regardée et j'ai répondu en mettant le haut-parleur. « Isabelle. » Pierre ne répond pas à son téléphone. « Il est avec toi ? » ?»« Oui, il est ici. »« Parfait. Dis-lui qu'on a besoin de l'argent pour les meubles du bébé aujourd'hui. L'offre se termine. Et on ne veut pas la rater. » J'ai fixé Pierre. « Dis-le-lui toi-même, Sophie. »« Pierre, tu es là ? On a besoin de 5 000 euros. » Ma mère dit qu'elle connaît une banque qui pourrait nous faire un prêt, mais ce serait plus simple si ta mère nous faisait un virement. Comme toujours. Comme toujours, ai-je répété. Quelle expression intéressante. La voix de Sophie a changé, comme si elle avait détecté quelque chose d'étrange dans mon ton. « Tout va bien ? » ?»« Tout va parfaitement bien, » ai-je répondu. En fait, Pierre est en train de t'expliquer en ce moment qu'il ne pourra plus jamais me demander d'argent. Quoi ? Pierre a pris le téléphone rapidement. Sophie, je t'expliquerai plus tard. Je suis en réunion importante. Qu'est-ce que ta mère voulait dire par « tu ne peux plus demander d'argent » ? On en parle après. Il a raccroché et m'a regardé avec des yeux suppliants. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Sophie ne va pas comprendre. Sophie comprendra parfaitement. Elle comprendra que l'argent facile, c'est fini, que vous n'avez plus une vache à lait à traire chaque fois que vous voulez quelque chose. Nous ne sommes pas comme ça. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Voici tous les messages de Sophie des 3 derniers mois. Isabelle, on a vu un berceau magnifique. Isabelle, il faut changer la voiture pour quelque chose de plus sûr pour le bébé. Isabelle, le médecin recommande des vitamines spéciales très chères. Tous, sans exception, se sont terminés par un virement de ma part. Tu sors les choses de leur contexte. Vraiment. J'ai continué à lire. Isabelle, ma mère dit que pour être une vraie grand-mère,
tu devrais nous aider davantage avec les frais de la grossesse. » Ce message date d'il y a 1 semaine. Ta belle-mère, cette femme qui me connaît à peine, dit à ta femme combien d'argent je dois vous donner. Pierre était resté silencieux, probablement en se remémorant cette conversation. « Et voici mon préféré, » ai-je poursuivi. « Isabelle, ma mère dit que les grandes-mères vraiment aimantes soutiennent toujours, financièrement, leur fille pendant la grossesse. On espère que tu seras aussi aimante avec nous. Sophie ne voulait pas dire ça. » Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Que je suis une grande-mère sans cœur si je ne vous donne pas d'argent? Que je dois acheter l'amour de mon petit enfant qui n'est même pas encore né? Je me suis levée et me suis dirigée vers le coffre-fort. J'en ai sorti le dossier où je gardais les photos de famille. Je les ai étalées sur le bureau. Regarde ces photos. Pierre, voici toi à 5 ans, quand je t'emmenais au parc tous les dimanches pendant 1 an après que ton père nous a abandonnés. Voici à 10 ans, quand j'ai travaillé double pour t'acheter le vélo que tu voulais. Voici à 15 ans, à ta remise de diplôme, quand j'ai vendu ma voiture pour payer ton voyage scolaire en Italie. Ses yeux se sont remplis de larmes en regardant les photos. Et voici la plus récente, ai-je continué. Toi, à ton mariage, quand j'ai dépensé 50 000 € pour une fête que Sophie voulait pour impressionner ses amis. Regarde mon visage sur cette photo. Il l'a étudiée attentivement. Je souris, mais mes yeux sont tristes. Sais-tu pourquoi? Parce que déjà à ce moment-là, je me sentais invisible. J'étais la mère du marié, celle qui payait tout, mais Sophie s'est arrangée pour que je me sente comme une invitée de seconde classe au mariage de mon propre fils. « Maman, je n'ai pas fini ?» J'ai pris une autre photo. Voici celle du baby shower que Sophie a organisé pour annoncer la grossesse. Vois-tu qui est au centre de la photo? Claudine, entourée de cadeaux, félicitée par tout le monde. Et moi, où suis-je? Dans un coin, portant les cadeaux les plus chers, que j'avais achetés, mais que Sophie a présentés comme venant d'elle. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus la grand-mère du bébé, juste la commanditaire anonyme des caprices de Sophie. J'ai rangé les photos avec soin. Et hier, pour la fête des mères, tu as confirmé ce que je savais déjà. Pour toi, je suis une ressource dont on peut se passer. Pierre s'est essuyé les larmes avec le dos de la main. Maman, je sais que j'ai été injuste avec toi, mais donne-moi une chance de me rattraper. Tu as eu 35 ans de chance, mon fils. Chaque fois que je t'ai sauvé de tes mauvaises décisions, chaque fois que j'ai payé tes dettes sans rien te reprocher, chaque fois que je t'ai donné de l'argent sans poser de questions, c'était une des chances de me valoriser. Mais je te valorise. Non, Pierre, tu valorises mon argent. C'est une différence abyssale. Je me suis assise en face de lui et l'ai regardé dans les yeux. Dis-moi, quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment je me sentais? Quand as-tu remarqué que je vieillis, que parfois mes articulations me font mal, que je me sens seule dans cette grande maison? Il est resté silencieux, et ce silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Sais-tu que le mois dernier, j'ai dû aller seule chez le médecin parce qu'on m'avait trouvé une masse au sein? Une masse qui, grâce à Dieu, s'est révélée bénigne. Sais-tu pourquoi j'y suis allée seule? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter, parce que je savais que tu avais beaucoup à penser avec la grossesse de Sophie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi faire? Pour que tu me dises que j'aurais dû aller voir un médecin privé plus cher. Pour que Sophie se plaigne que je la stressais avec mes problèmes de santé pendant sa grossesse? Je n'aurais jamais dit ça. Peut-être pas avec ces mots, mais tu m'aurais fait sentir comme un fardeau, comme vous me faites toujours sentir quand j'ai besoin de quelque chose. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Allô? Madame Isabelle Martin. Ici l'hôpital Saint-Louis. Votre nom figure comme contact d'urgence de Madame Claudine Dubois. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé Pierre, qui avait pâli en entendant le nom de sa belle-mère. Que s'est-il passé? Madame Dubois a eu un accident de voiture il y a 1 heure. Rien de grave,
mais il faut que quelqu'un vienne signer les papiers de l'assurance et la récupérer. Sa fille est à l'étranger et ne peut pas venir. Je crois qu'il y a une erreur. Je ne suis pas de la famille de Madame Dubois. Selon nos registres, vous êtes son contact d'urgence pour son assurance maladie. » J'ai raccroché et regardé Pierre avec incrédulité. « Peux-tu m'expliquer pourquoi je suis le contact d'urgence de ta belle-mère ? Sophie a dit qu'il fallait mettre quelqu'un de local. Et comme tu es comme de la famille... » « Comme de la famille ?» Ma voix tremblait d'indignation. Je suis comme de la famille pour Claudine, mais pas assez pour que mon propre fils me traite avec respect. Maman, ce n'est pas la même chose. Tu as raison. Ce n'est pas la même chose, parce que je n'ai jamais donné un centime à Claudine. Je n'ai jamais payé ses factures, jamais résolu ses problèmes. Et pourtant, légalement, je suis son contact d'urgence. Comme c'est pratique. Je me suis levée brusquement. Sais-tu ce que je vais faire ? Je vais aller à l'hôpital. Je vais récupérer ta chère belle-mère et je vais lui expliquer exactement pourquoi je ne peux plus être son contact d'urgence. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pourquoi pas ? Elle mérite de connaître la vérité. Elle mérite de savoir que la belle-fille qu'elle méprise tant est celle qui a financé tous les luxes que sa fille lui offre. J'ai pris mon sac et les clés de la voiture. Parce que, sais-tu quoi, Pierre ? Cette bague de 30 000 € que tu lui as offerte hier n'est pas sortie de tes économies. Elle est sortie de l'argent que je t'ai viré le mois dernier pour les frais du bébé. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Maman, Et la croisière qui l'a tant enthousiasmée ? Tu ne l'as pas payée non plus. Je l'ai payée indirectement, avec tous les prêts que tu ne m'as jamais remboursés. Je ne savais pas que tu le verrais comme ça. Comment pouvais-je le voir autrement ? Tu as utilisé mes économies pour acheter l'amour d'une étrangère pendant que tu me donnais des miettes. J'ai marché vers la porte, mais je me suis arrêtée et me suis retournée vers lui. Sais-tu ce qu'il y a de plus triste dans tout ça ? Quand Claudine apprendra que tout ce qu'elle a reçu de toi était en réalité mon argent, elle me remerciera probablement plus que toi en toutes ces années. Maman, attends. Non, Pierre, j'ai assez attendu. J'ai attendu que tu mûrisses. J'ai attendu que tu me valorises. J'ai attendu que tu te rendes compte de tout ce que j'ai fait, pour toi, mais je n'attendrai plus. Je suis sortie du bureau, et il m'a suivie dans le couloir. Maman, tu ne peux pas partir comme ça, on doit régler ça. Je me suis arrêtée devant l'ascenseur. C'est déjà réglé. J'allais signer les documents ce matin. Ton argent de poche est fini. Tes cartes sont annulées, et ton héritage ira à des gens qui en ont vraiment besoin. Mais je suis ton fils. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entrée et me suis retournée une dernière fois. Oui, tu es mon fils, mais je ne suis plus ton distributeur automatique. Dine Mohamed, Tientamati. Les portes se sont fermées, le laissant figé dans le couloir, la bouche ouverte, les yeux pleins de panique. Pendant le trajet vers l'hôpital, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Pierre m'appelait sans arrêt, mais je ne répondais pas. Pour la première fois en des années, je sentais que j'avais le contrôle de ma propre vie. Arrivée à l'hôpital Saint-Louis, j'ai demandé après Claudine Dubois. Je l'ai trouvée dans la salle d'attente, un bandage sur le front, bien moins élégante que la veille. « Isabelle, que fais-tu ici ? Je viens vous chercher. Apparemment, je suis votre contact d'urgence. »« Oh, oui. Sophie a mis ton nom parce que tu es la seule disponible l'après-midi. » Son explication était si désinvolte, si méprisante, qu'elle a confirmé toutes mes suspicions. « Je vois. Donc, je suis utile pour les urgences, mais pas assez importante pour recevoir un cadeau décent pour la fête des mères. » Elle m'a regardée, perplexe. « Pardon ? » ?»« Rien, Madame Claudine. » »« Allons-y, nous avons beaucoup à discuter en chemin. » Pendant le trajet jusqu'à sa maison à Neuilly-sur-Seine, le silence dans la voiture était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Elle consultait son téléphone, probablement en attente d'appel de Sophie ou Pierre, tandis que je conduisais avec un calme qui me surprenait moi-même. « Merci d'être venu me chercher », a-t-elle fini par dire sans lever les yeux de son écran.
Sophie est à cette conférence à Cannes, et Pierre doit être occupé avec ses affaires. Oui, Pierre est très occupé, ai-je répondu avec ironie, surtout à dépenser de l'argent qui n'est pas le sien. Elle m'a jeté un regard en coin. Ça va, Isabelle? Tu as cela l'air étrange. Je vais parfaitement bien. En fait, je ne me suis jamais sentie aussi lucide. Je me suis arrêtée à un feu rouge et les regardai droit dans les yeux. Madame Claudine, savez-vous d'où vient l'argent pour la bague que vous avez reçue hier? De Pierre, je suppose. C'est un garçon généreux avec sa famille. Très généreux avec la famille de sa femme, ai-je corrigé. Parce qu'avec moi, sa mère, il n'est pas généreux du tout. Eh bien, les fils se rapprochent souvent de la famille de leur épouse après le mariage. C'est normal. Normal? J'ai laissé échapper un rire amer. C'est normal qu'un fils offre à sa belle-mère quelque chose qui vaut 10 000 fois plus que ce qu'il donne à sa propre mère? Claudine s'est agitée, mal à l'aise sur son siège. Je suis sûre que Pierre a ses raisons. Oui, il en a, la raison. C'est ce que vous ne lui demandez jamais, rien. Vous ne le critiquez jamais, vous ne lui imposez aucune responsabilité. C'est facile d'aimer quelqu'un qui ne représente aucun poids. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le feu est passé au vert, et j'ai continué à conduire. Je parle du fait que cette bague de 30 000 € qui vous a tant enthousiasmé hier n'a pas été payée par Pierre avec son argent, mais avec le mien. Comment? Chaque mois, je fais un virement. À mon fils pour ses dépenses, ses caprices, ses urgences, cet argent finit par financer les cadeaux qu'il vous fait, pendant qu'à moi, il me donne des miettes. Claudine est restée silencieuse un moment, assimilant l'information. Je suis sûre que tu exagères. J'exagère? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'historique des virements. Tenez, 50 000 € en mars, 30 000 en avril, 40 000 en mai, tout ça pour les frais du bébé et les urgences familiales. Ses yeux ont parcouru l'écran avec incrédulité. Je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Parce que Pierre et Sophie se sont arrangés pour que vous pensiez qu'il est un homme prospère et accompli, alors qu'en réalité, sans mon argent, il ne pourrait même pas payer son loyer. Mais il a son travail. Son travail lui permet de vivre modestement. Tout le reste. La grande maison, les voitures neuves, les vacances, les cadeaux coûteux, tout ça vient de ma poche. Nous sommes arrivés chez elle, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à conduire. Où allons-nous? Ma maison était derrière. On fait un tour. Je veux vous montrer certaines choses. J'ai conduit vers le centre de Paris, vers les immeubles où se trouvaient mes bureaux. Voyez cet immeuble? Il est à moi. Je l'ai acheté il y a 20 ans en travaillant 16 heures par jour. Voyez cette usine? Elle est à moi aussi. Je l'ai construite de mes propres mains pour laisser un héritage à mon fils. Un fils qui me voit aujourd'hui comme un fardeau. Claudine restait silencieuse, visiblement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Pendant 40 ans, Madame Claudine, je me suis levée à 5 heures du matin pour bâtir un empire. Savez-vous pourquoi? Pour que mon fils ait un avenir assuré, pour qu'il ne manque de rien. Isabelle, je crois que tu devrais me ramener chez moi. Je n'ai pas fini, ma voix s'est durcie. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Chaque luxe que Sophie vous exhibe, chaque cadeau coûteux que vous recevez de mon fils, chaque voyage que vous faites, tout cela, c'est moi qui le paye. Je ne me sens pas à l'aise avec cette conversation. Je ne suis pas à l'aise depuis 5 ans, depuis que vous êtes entré dans ma famille et que vous avez commencé à empoisonner mon fils contre moi. Je n'ai jamais fait ça. Je me suis arrêtée dans un parking et l'ai regardée fixement. N'êtes-vous pas celle qui a dit à Sophie que les mères contrôlantes nuisent au mariage? N'êtes-vous pas celle qui a suggéré que j'étais trop intrusive dans la vie de mon fils? J'ai juste exprimé mon opinion.
Votre opinion a coûté cher, Madame Claudine. Elle a coûté ma relation avec mon fils, ma dignité, et littéralement plus d'1 million d'euros de mon patrimoine. » Ses yeux se sont écarquillés. 1 million d'euros ? Oui, c'est ce que j'ai dépensé pour mon fils depuis que Sophie est entrée dans sa vie. 1 million d'euros qui auraient pu servir à ma retraite, à mes frais médicaux, à ma tranquillité. Au lieu de cela, ils ont servi à entretenir une famille qui me méprise. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré d'autres documents. Voici le reçu de la maison qui est au nom de Pierre, mais que j'ai payé. Voici celui de la voiture qu'il conduit, payé par moi. Et voici mon préféré. Le reçu de la croisière qui vous a tant enthousiasmé hier. Tu as payé la croisière ? Indirectement, oui. Avec l'argent que j'ai donné à Pierre la semaine dernière pour les frais médicaux de la grossesse. Claudine s'est ouvert le visage de ses mains. Mon Dieu, je ne savais rien de tout ça. Maintenant, vous savez. Et vous savez aussi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne vais plus financer cette mascarade. Que veux-tu dire ? Que j'ai annulé tous les virements à mon fils, que j'ai modifié mon testament, que je ne serai plus la vache à lait qui entretient cette famille. D'ingrat. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était encore Pierre. Cette fois, j'ai répondu et mis le haut-parleur. « Maman, où es-tu ? Sophie me rend fou. Elle dit que les cartes de crédit ne fonctionnent plus. » « Bonjour Pierre. Je suis ici avec ta belle-mère. Je lui expliquais d'où venait vraiment l'argent pour ses cadeaux d'hier. »« Quoi ? Pourquoi fais-tu ça ? » ?»« Parce on peut que tout le monde connaisse la vérité. Madame Claudine a quelque chose à dire à mon fils. Elle a pris le téléphone, les mains tremblantes. « Pierre, est-il vrai que ta mère te donne de l'argent tous les mois ? » ?»« Claudine, ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde, parce que tu m'as offert des choses payées avec son argent. Tu m'as rendu complice de ton ingratitude sans que je le sache. N'exagère pas. »« Je n'exagère pas ?» Sa voix s'est élevée. « Ta mère vient de me montrer que tu as reçu plus d'1 million d'euros d'elle. Et toi, tu lui offres des tasses en plastique. » Un long silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. « Pierre, » a continué Claudine, « j'ai élevé Sophie seule après la mort de son père. J'ai travaillé double pour payer ses études. Je n'avais pas d'argent pour lui offrir des luxes, mais elle a toujours eu mon amour et mon respect. Et maintenant, je découvre que ma fille est mariée à un homme qui ne sait pas valoriser la femme qui lui a tout donné. Claudine, ne dis plus rien. Ramène-moi chez moi, Isabelle. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. » J'ai raccroché et démarré la voiture. Le reste du trajet s'est déroulé en silence jusqu'à ce que nous arrivions chez elle. Avant de descendre, Claudine m'a regardée, les yeux pleins de larmes. « Isabelle, je ne savais rien de tout ça. Si vous l'aviez su, qu'auriez-vous fait différemment ? J'aurais dit à Sophie de respecter davantage sa belle-mère. J'aurais dit à Pierre de valoriser sa mère. Je n'aurais jamais accepté des cadeaux aussi coûteux en sachant qu'ils venaient de tes sacrifices. Il est un peu tard pour ça, non ? Ai-je dit fermement. Pas trop tard. Je vais rendre la bague et je vais parler très sérieusement à ma fille. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Pierre qui m'attendait dans le salon. Il était assis sur le canapé que je lui avais acheté, dans la maison que j'avais payée, la tête entre les mains. En me voyant entrer, il s'est levé immédiatement. « Maman, il faut qu'on parle. » On a déjà parlé ce matin. Je crois que j'ai été très claire. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes. Juste 5 minutes. J'ai enlevé mes chaussures et me suis dirigée vers la cuisine. Il m'a suivi comme un chiot perdu. Sophie est hystérique. Les cartes ne fonctionnent plus. La banque dit qu'on n'a plus accès aux fonds et elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle va comprendre ce que c'est de vivre avec un vrai budget. Quelque chose que vous auriez dû apprendre il y a des années. J'ai mis de l'eau à chauffer pour me faire un thé. Maman, je sais que j'ai fait des erreurs, que je ne t'ai pas valorisé comme tu le mérites, mais tu ne peux pas tout couper du jour au lendemain. Pourquoi pas ? Vous avez bien coupé votre respect pour moi du jour au lendemain. Vous avez coupé votre gratitude.
votre considération, votre amour filial. Pourquoi ne pourrais-je pas couper mon soutien financier? Parce qu'on est une famille. Une famille, je me suis tournée vers lui. Quand m'as-tu traité comme une famille pour la dernière fois? Pierre, quand m'as-tu invité à dîner juste parce que tu voulais ma compagnie? Quand m'as-tu appelé pour me demander comment s'était passée ma journée? Il s'est assis, vaincu. Ça va changer? Non, ça ne changera pas, parce que tu as eu 5 ans pour changer, et tu n'as fait qu'empirer. J'ai servi mon thé et me suis assise à la table. Sais-tu ce que Claudine m'a dit avant de descendre de la voiture? Qu'elle va rendre la bague. Qu'elle a honte d'avoir reçu quelque chose payé avec mon argent pendant que j'étais humiliée. Pierre s'est effondré sur une chaise. Elle n'a pas à rendre quoi que ce soit. Elle a plus de dignité dans son petit doigt que toi dans tout ton corps. J'ai pris une gorgée de thé. Et dire que je la connais à peine. Mon téléphone a sonné. C'était Camille, ma nièce de 16 ans, la fille de ma sœur décédée dans un accident il y a 5 ans. Depuis, je m'occupais de son éducation. Mamie, mène Isabelle. Bonjour, mon trésor. Ça va? Papa Pierre m'a appelé tout bouleversé. Il disait que vous vous étiez disputés. Ça ne s'est pas disputé, Camille. J'ai déjà été pris une décision très importante. Je peux venir te voir? Je suis inquiète. Bien sûr, ma chérie, je t'attends. J'ai raccroché et regardé Pierre. Camille arrive. Super. Maintenant, on va avoir tout ce drame familial. Camille sait déjà tout ce qui compte. Elle sait que je suis une femme qui se respecte, quelque chose que tu n'as jamais appris à faire. Une demi-heure plus tard, Camille est arrivée. C'était une jeune fille intelligente et mature pour son âge, qui avait hérité de ma détermination et de mon bon sens. En voyant Pierre dans la cuisine, elle l'a salué froidement. « Bonjour, tonton. »« Bonjour, Camille. » Elle s'est approchée de moi et m'a enlacée. « Ça va, mamie ?»« Je vais mieux que bien, mon amour. Je suis libre. »« Libre de quoi? Libre de faire semblant qu'on m'aime alors qu'on n'aime que mon argent. » Camille a regardé Pierre avec désapprobation. « C'est vrai, ce que dit mamie? Camille, les choses ne sont pas si simples. » Moi, je trouve ça très simple. Elle s'est assise à côté de moi. Mamie nous raconte à mes amis du lycée que vous ne venez jamais la voir, que vous ne l'invitez jamais, que vous ne l'appelez que quand vous avez besoin d'argent. Ce n'est pas vrai. Camille a sorti son téléphone. J'ai des captures d'écran de tous les messages que Sophie t'envoie, mamie. Que des demandes d'argent. Pierre a pâli. Pourquoi as-tu ça? Parce que mamie me montre tout. Elle m'apprend comment ne pas traiter les gens qui m'aiment. Camille m'a pris la main. Sais-tu combien de fois mamie est venue à mes événements scolaires cette année? Je ne sais pas. Toutes. À chaque pièce de théâtre, chaque remise de prix, chaque match de basket. Et toi, combien de fois es-tu venue? J'ai été occupée. 0 fois. 0. Et pourtant, mamie t'invite toujours. Camille, ne te mêle pas des affaires des adultes. Ce ne sont pas des affaires d'adultes, ce sont des questions d'éducation de base. Sa voix semblait plus mature que son âge. N'importe quel enfant de 5 ans sait qu'il faut être reconnaissant envers ceux qui prennent soin de vous. Pierre s'est levé, visiblement frustré. Je ne suis pas venue ici pour qu'une adolescente me donne des leçons de morale. Alors, peut-être que tu devrais partir, a dit Camille froidement. Parce qu'ici, on ne veut que des gens qui respectent mamie. C'est ma mère. Vraiment? Camille s'est levée et l'a affrontée. Parce que moi, j'ai perdu ma mère il y a 5 ans. Et depuis, mamie Isabelle a été plus une mère pour moi que toi, un fils, pour elle. Camille, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Sais-tu ce que mamie fait pour moi? Elle paye mon lycée privé, le plus cher de la ville, elle m'achète des vêtements, des fournitures, m'emmène chez le dentiste, m'aide avec mes devoirs, et quand j'ai des problèmes, elle reste éveillée toute la nuit à parler avec moi. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Camille. Et je ne lui ai jamais rien demandé. Je ne lui ai jamais exigé quoi que ce soit. Je lui donne juste de l'amour et du respect parce que c'est ce qu'elle mérite.
et puis elle s'est tournée vers moi. Sais-tu ce que j'ai fait pour la fête des mères, Stanton? Je lui ai fait ça. Il fait un album photo avec tous nos moments. On se beau pelé. Ça ne m'a rien coûté, mais ça m'a pris 3 semaines à préparer. Et quand je le lui ai donné, elle a pleuré de joie. Je regardais ma nièce avec fierté. Cette jeune fille comprenait la valeur de l'amour véritable mieux que mon propre fils. Et toi, qu'est-ce que tu lui as offert? Une tasse en plastique à 2 € pendant que tu donnais des bijoux de 30 000 € à une femme que tu connais à peine. Pierre s'est effondré. Tu as raison, vous avez tous raison. Je suis un fils horrible. Tu n'es pas horrible, a dit Camille en adoucissant son ton. Tu es négligent, tu es ingrat, mais tu peux changer. Comment? C'est trop tard. Elle a tout annulé, elle a changé le testament. Un testament peut être modifié à nouveau, ai-je dit calmement. Mais le respect, il faut le regagner. Qu'est-ce que je dois faire? Camille et moi nous sommes le regardés. Nous avions un plan que nous discutions depuis des mois, depuis que nous avions remarqué que Pierre devenait de plus en plus distant. D'abord, a dit Camille, tu dois apprendre à vivre sans l'argent de mamie. Pendant au moins un an complet, ai-je confirmé. Sans virement, sans prêt, sans que je paye tes dettes. Tu dois prouver que tu peux être un homme responsable par tes propres moyens. Mais Sophie est enceinte. Et il y a des millions de femmes enceintes dans le monde qui vivent avec le vrai salaire de leur mari, a dit Camille. Vous devrez vous adapter. Deuxièmement, ai-je continué, tu dois commencer à me traiter comme ta mère, pas comme ta banque. Ça veut dire m'appeler pour prendre des nouvelles, me rendre visite sans rien demander, m'inclure dans vos projets familiaux. Et troisièmement, a ajouté Camille, tu dois t'excuser publiquement devant toute la famille, surtout devant Sophie et Claudine. Pierre nous a regardés toutes les deux. Vous pensez vraiment que je peux changer? Camille l'a regardé avec cette sagesse que les jeunes ont parfois. Tonton, tout le monde peut changer. La question est, est-ce que tu le veux vraiment? 6 mois plus tard, ma vie avait complètement changé. Je me réveillais chaque matin sans le poids constant de l'inquiétude pour les problèmes financiers de Pierre, sans les appels désespérés, sans les messages de manipulateurs de Sophie, sans la pression d'être la sauveuse perpétuelle d'une famille qui me prenait pour acquise. Les 2 premiers mois ont été chaotiques. Pierre m'appelait 40 fois par jour, suppliant, promettant des changements immédiats, inventant de fausses urgences médicales pour essayer de me soutirer de l'argent. Sophie s'est présentée chez moi un après-midi de pluie, hurlant que j'étais une grand-mère cruelle qui mettait en danger son bébé à naître. « Tu as l'obligation morale de nous aider !» m'avait-elle crié, son ventre déjà visiblement arrondi. « Les vraies grandes-mères n'abandonnent pas leur famille. » Les vieilles n'abusent pas de la générosité de leur belle-mère, avais-je répondu avec un calme qui m'avait surprise. Et les vrais fils n'humilient pas leur mère en public. Mais l'appel qui m'a le plus brisé est venu de Pierre, une nuit de mars à 2 heures du matin, pleurant comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. « Maman, s'il te plaît, on n'a plus d'argent pour le loyer. Ils vont nous expulser. Sophie menace de partir vivre chez sa mère. Alors, vous devrez déménager dans un endroit moins cher où elle devra aller chez Claudine, avais-je répondu, bien que mon cœur se brisât en l'entendant sangloter. Comment peux-tu être aussi froide? Je ne suis pas froide, Pierre. Je suis une femme qui a enfin appris à dire non. C'est Camille qui m'a soutenue pendant ces mois difficiles. Elle venait chez moi tous les après-midi après le lycée, faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner pour nous deux. Le soir, nous regardions des films ou discutions simplement de ses rêves, de ses peurs, de ses projets d'avenir. « Tu regrettes ce que tu as fait avec tonton Pierre ?» m'avait-elle demandé un après-midi en m'aidant à arroser les plantes du jardin. « Tous les jours, avais-je confessé. Mais je ne regrette pas d'avoir retrouvé ma dignité. On dirait que tu es plus sereine
mamie. Tu n'as plus cette expression d'inquiétude constante que tu avais avant. » Elle avait raison. Pour la première fois en des décennies, je dormais toute la nuit sans sursaut, sans me demander quel nouveau problème je devrais résoudre le lendemain. La Fondation Mères Oubliées a officiellement commencé ses activités en avril. Avec l'aide de Marianne, qui avait quitté son poste de secrétaire pour devenir la directrice exécutive de la Fondation, nous avions déjà aidé 43 femmes âgées abandonnées par leur famille. Madame Isabelle, m'avait dit Marianne un après-midi en examinant de nouveaux dossiers. Vous n'imaginez pas la gratitude de ces femmes. Certaines n'avaient pas reçu de visite de leurs enfants depuis des années. Je l'imagine parfaitement, avais-je répondu, parce que j'ai failli devenir l'une d'entre elles. Le cas qui m'avait le plus touchée était celui de Madame Louise, une femme de 80 ans qui avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage pour offrir une éducation universitaire à ses 3 enfants. Tous 3 étaient devenus des professionnels accomplis. Un médecin, un ingénieur, une avocate. Mais quand elle était tombée malade du diabète et n'avait plus pu travailler, ils avaient tout simplement disparu de sa vie. « Je ne leur sers plus à rien », m'avait dit Madame Louise avec une résignation qui m'avait brisé le cœur. Quand j'étais utile, quand je pouvais garder leurs enfants pendant qu'ils travaillaient, là, ils m'aimaient. Ne parlez pas comme ça, Madame Louise. Vous leur avez tout donné. Ils vous doivent tout. Mais les enfants n'ont pas de mémoire, ma chère. Ils n'ont que des besoins. Résonnait dans mon esprit pendant des semaines. Combien de mères dans le monde avaient vécu exactement la même chose que moi? Combien de femmes avaient sacrifié leurs propres rêves pour élever des enfants ingrats? C'est en mai que j'ai reçu le premier signe que Pierre commençait peut-être à changer réellement. Au lieu de m'appeler pour me demander de l'argent, il m'a appelé pour m'inviter à déjeuner. « Juste pour déjeuner ?» avais-je demandé, surprise. « Juste pour déjeuner, maman. Je veux que tu rencontres le bébé. » Sophie avait donné naissance à une adorable petite fille, qu'ils avaient nommée Élodie. Quand je suis arrivée au restaurant, un endroit modeste, bien loin des établissements chics où nous allions quand je payais l'addition, j'ai trouvé un Pierre transformé. Il était plus mince, plus sérieux, mais aussi plus présent. Il portait Élodie avec une tendresse que je ne lui avais jamais vue, et quand il parlait d'elle, ses yeux brillaient d'un amour sincère. « Elle te ressemble quand tu étais bébé », lui ai-je dit en caressant la joue rose de ma petite fille. Sophie dit qu'elle est à tes yeux. Comment va Sophie? Mieux, beaucoup mieux, depuis qu'elle a arrêté de vivre dans l'angoisse de l'argent. Il m'a regardé dans les yeux, et moi aussi je vais mieux. Comment ça? J'ai dû apprendre à être vraiment responsable pour la première fois de ma vie. J'ai pris un second travail le week-end. J'ai dû établir un budget réel. J'ai dû dire non à Sophie quand elle voulait des choses qu'on ne pouvait pas se permettre. Et ça t'a fait quoi? Au début, c'était horrible. Je me sentais comme un raté. Il a pris une gorgée d'eau, mais ensuite, j'ai réalisé que c'était la première fois que je me sentais vraiment un homme, quelqu'un qui se débrouille avec ses propres ressources. Pendant ce déjeuner, Pierre m'a raconté comment il avait dû vendre la voiture que je lui avais achetée pour en acheter une d'occasion moins chère. Comment ils avaient déménagé dans un appartement plus petit, mais plus adapté à leurs revenus réels. Comment Sophie avait dû chercher du travail pour la première fois depuis leur mariage. Sophie travaille? Oui, elle a trouvé un emploi à mi-temps, dans une école de langue. Au début, elle râlait beaucoup, mais maintenant, elle dit qu'elle aime se sentir productive. Et Claudine, qu'en pense-t-elle de tous ces changements? Pierre a souri pour la première fois de la conversation. Claudine a été la plus supportive. Tu peux le croire? Après notre discussion ce jour-là à l'hôpital, elle a parlé très sérieusement à Sophie. Elle lui a dit qu'un mariage ne peut pas dépendre de l'argent des beaux-parents pour survivre. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Maman, a-t-il dit en prenant mes mains sur la table. Je dois te demander pardon. Un vrai pardon. Un vrai pardon, Pierre? Laisse-moi finir. J'ai eu 6 mois pour réfléchir à tout ce que j'ai fait de mal, à la manière dont je t'ai traitée, dont je t'ai prise pour acquise, dont j'ai laissé Sophie te manquer de respect.
Ses yeux se sont remplis de larmes. Et j'ai réalisé que tu avais raison sur tout. Je ne te voyais pas comme ma mère, je te voyais comme une machine à distribuer de l'argent. Et maintenant, quand je tiens Élodie dans mes bras, la nuit, et que je la regarde dormir, je pense à toi. Je pense à toutes les nuits où tu es resté éveillé à me veiller quand j'étais malade. Je pense à toutes les fois où tu as travaillé tard pour que je ne manque de rien. Il s'est essuyé les larmes avec le dos de la main. Et je comprends que si Élodie me traite un jour, comme je t'ai traité, j'en mourrai de douleur. Mais Élodie ne te traitera pas comme ça, ai-je dit doucement. Parce que tu vas lui apprendre la valeur de la gratitude. Une chose que je ne t'ai jamais enseignée. Si, tu me l'as enseignée, maman. Le problème, c'est que je n'ai pas voulu l'apprendre. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, je me suis assise dans mon jardin et j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, d'une joie que je croyais perdue à jamais. Camille est arrivée du lycée et m'a trouvée ainsi, pleurant en silence parmi mes roses. « Ça va, mamie ?» « Je vais parfaitement bien, mon amour. Je crois que mon fils commence à rentrer à la maison. Ça veut dire que tu vas modifier le testament ? Ça veut dire que je vais continuer à attendre, mais pour la première fois depuis des années, j'ai un véritable espoir. » Cette nuit-là, en me préparant à dormir, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu une femme de 71 ans qui avait retrouvé sa dignité, qui avait appris à s'aimer elle-même, qui avait compris que l'amour véritable ne s'achète pas avec de l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de permission pour vivre, me suis-je dit, me rappelant une phrase que Camille avait écrite sur une carte pour moi. Et pour la première fois en des décennies, je me suis endormie dans une paix totale, sachant que j'avais choisi le bonheur plutôt que la commodité, la dignité plutôt que le confort. Le lendemain, le téléphone a sonné tôt. C'était Pierre. « Bonjour maman, je voulais juste te saluer et te demander comment tu as dormi. » J'ai souri. Peut-être, après tout, qu'il n'est jamais trop tard pour qu'un fils apprenne à aimer véritablement. 2 ans plus tard, ma vie était devenue quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Le matin de la fête des mères de cette année a commencé bien différemment de cette terrible célébration qui avait tout changé. Je me suis réveillée avec l'odeur du café fraîchement préparé et le son des rires venant de la cuisine. En descendant, j'ai trouvé Camille, en train de préparer le petit déjeuner pendant qu'Élodie, maintenant âgée de 2 ans, jouait avec ses cubes sur le sol. Ma nièce était devenue une jeune femme de 18 ans, élégante et mature, qui avait remporté une bourse complète pour étudier la médecine à l'université de Lyon. « Bonjour, mamie Isabelle », m'a-t-elle accueillie avec un sourire éclatant. « Élodie et moi voulions te surprendre avec ton petit déjeuner préféré. » La petite Élodie a couru vers moi, les bras tendus. « Mamie, mamie !» Je l'ai prise dans mes bras, ressentant cette paix profonde que seuls procurent les amours authentiques, sans condition, sans arrière-pensée. « Où sont papa et maman ?» ai-je demandé pendant qu'Élodie jouait avec mon collier. « Ils arrivent. Pierre est allé chercher ton cadeau. » « Mon cadeau ? Oui, cette année, c'est spécial. » À 10 heures, Pierre et Sophie sont arrivés, mais pas seuls. Ils étaient accompagnés de Claudine, qui était devenue une alliée inattendue au cours de ces 2 années de reconstruction familiale. « Joyeux jour des mères, maman !» m'a dit Pierre en m'enlaçant avec une chaleur qui avait mis 37 ans à se développer. « Bonne fête, Isabelle !» m'a saluée Sophie, et pour la première fois en des années, son salut semblait sincère. « On t'a apporté quelque chose de spécial. » Pierre m'a tendu une petite boîte, mais contrairement à cette tasse en plastique d'il y a 2 ans, celle-ci était soigneusement emballée et accompagnée d'une lettre manuscrite. « Avant que tu ouvres le cadeau, » a dit Pierre, « je veux te lire quelque chose. » Il a déplié une feuille de papier et a commencé à lire d'une voix émue. Chère maman, 2 ans ont passé depuis que tu m'as appris la leçon la plus importante de ma vie. 2 ans depuis que tu m'as forcé à grandir, à mûrir, à valoriser ce qui compte vraiment. Pendant ce temps, j'ai appris ce que signifie être un vrai fils,
pas seulement un bénéficiaire de faveur. Ses yeux se sont embués, mais il a continué. J'ai appris à t'appeler juste pour entendre ta voix. J'ai appris à te rendre visite sans rien demander. J'ai appris que l'amour d'une mère est le plus grand trésor qu'un fils puisse avoir, et que cet amour ne s'achète pas avec de l'argent, il se gagne avec du respect et de la gratitude. Sophie a pris sa main et a poursuivi la lecture. C'est pourquoi, cette année, nous voulions t'offrir quelque chose qui représente non pas ce que nous pouvons t'acheter, mais ce que signifie pour nous de t'avoir dans nos vies. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une bague en argent toute simple, ornée d'une petite pierre verte, ma couleur préférée, avec une inscription. Pour la femme qui nous a appris la valeur de la dignité, avec un amour éternel, Pierre, Sophie et Élodie. Ce n'est pas cher, a dit Pierre rapidement. En fait, ça a coûté moins de 200 €, mais nous l'avons acheté avec nos propres économies, après des mois à mettre de l'argent de côté, euro par euro. Et chaque euro mis de côté, a ajouté Sophie, nous l'avons fait en pensant à toi, à tes sacrifices, à tout ce que tu as fait pour nous sans que nous le valorisions. Les larmes coulaient sur mon visage sans que je puisse les retenir. Cette simple bague valait plus que tous les bijoux coûteux que j'avais reçus dans ma vie, car elle venait du bon endroit, d'un amour sincère, pas d'une obligation ou d'un sentiment de culpabilité. Il y a autre chose, a dit Claudine en s'approchant. Sophie et moi avons travaillé sur un projet spécial. Sophie a sorti un grand album photo. Nous avons rassemblé toutes les photos que nous avons pu trouver de ta vie, de ta jeunesse à aujourd'hui, et nous avons demandé à chaque personne qui te connaît d'écrire quelque chose sur toi. J'ai ouvert l'album, et la première page m'a coupé le souffle. C'était une photo de moi à 20 ans, portant un bébé Pierre, avec un sourire plein d'espoir et d'amour. À côté, de l'écriture soignée de Sophie, il était écrit « Pour la femme qui a sacrifié ses propres rêves pour réaliser les nôtres. Pardon d'avoir mis si longtemps à le comprendre. » J'ai tourné les pages lentement. Il y avait des photos de ma jeunesse à l'usine, de mes débuts comme entrepreneuse, des anniversaires de Pierre, de moments familiaux que j'avais oubliés. À chaque page, des messages écrits par les employés de mon entreprise, par Camille, par des amis, et même par certaines femmes de la fondation Mères oubliées. « Madame l'Isabelle, avait écrit Marianne, vous m'avez appris qu'une femme peut être forte et réussie sans perdre son cœur de mère. Merci d'être mon modèle. » Mamie l'Isabelle, avait écrit Camille. Oh, vous m'avez sauvée quand j'ai perdu ma mère. Vous m'avez donné de l'amour, une éducation et surtout, vous m'avez appris à être une femme digne. Tout ce que je suis, je vous le dois. Mais le message qui m'a le plus ému se trouvait à la dernière page, écrit par Pierre. Maman, pendant 35 ans, j'ai cru qu'être ton fils me donnait des droits sur ton amour, ton argent, ton temps. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cela m'imposait des responsabilités, celle de prendre soin de toi, de te valoriser, de te rendre fier. Aujourd'hui, en voyant Élodie grandir, je comprends chaque sacrifice que tu as fait pour moi. Et je te promets que les dernières années de ta vie seront les meilleures, car tu as enfin le fils que tu as toujours mérité. J'ai refermé l'album et les ai regardés tous. Ma famille avait changé, elle avait grandi, elle avait appris ce que signifiait l'amour véritable. C'est ce qu'il y a de plus beau dans tout cela. Ai-je dit à Pierre. C'est que Élodie grandira en voyant comment on doit traiter une mère. Elle grandira en sachant que l'amour se montre par des actes, pas seulement par des mots. Elle l'apprend déjà, a dit Sophie. Hier, elle m'a dit que quand elle sera grande, elle prendra soin de sa mamie Isabelle, comme sa mamie Isabelle prend soin d'elle. Élodie, qui jouait par terre, s'est approchée en courant et m'a tendu un dessin fait avec des crayons de couleur.
C'était un cœur vert avec des bonhommes, bâtons, représentant toute la famille. Et au centre, avec des lettres maladroites, elle avait écrit « Je t'aime, mamie ». Et cet après-midi-là, après que tout le monde est parti, je me suis assise dans mon jardin avec Camille. Ce même jardin, où 2 ans plus tôt, j'avais pleuré de douleur et d'humiliation, était maintenant témoin de mon bonheur complet. « Tu regrettes d'avoir été si dure avec lui ?» m'a demandé Camille en sirotant son thé. « Jamais, ai-je répondu sans hésiter. Parfois, l'amour véritable exige d'être dur. Parfois, enseigner, c'est dire non, même si ça fait mal. Et que va-t-il se passer avec l'héritage ? J'ai encore modifié le testament. Pierre a retrouvé sa place comme bénéficiaire, mais pas comme avant. Maintenant, l'entreprise sera pour lui et pour toi, pour que vous la dirigiez ensemble. La fondation continuera à recevoir une part importante, car il y a tant de mères qui ont besoin d'aide, et l'argent sera partagé entre la famille, les employés et la fondation. Mais il y a une condition. Laquelle ? Qu'Élodie ne sache jamais combien d'argent elle héritera. Je veux qu'elle grandisse en travaillant pour ses propres mérites, qu'elle valorise ce qu'elle a, qu'elle comprenne que la vraie richesse n'est pas à la banque, mais dans les relations sincères. Cette nuit-là, en me préparant à dormir, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu une femme de 73 ans qui avait retrouvé non seulement sa dignité, mais aussi sa famille. Une femme qui avait appris que parfois, il faut tout perdre pour gagner ce qui compte vraiment. J'ai mis la bague que Pierre m'avait offerte et j'ai souri. Ce petit anneau d'argent représentait quelque chose qu'aucun bijou coûteux n'avait jamais réussi à symboliser. Un amour gagné, un respect mérité, une famille reconstruite. Aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, ai-je dit à mon reflet. Une famille qui m'aime vraiment. Et je me suis endormie dans la paix la plus profonde que j'ai jamais connue, sachant que l'amour véritable trouve toujours le chemin du retour. Le lendemain matin, le téléphone a sonné tôt. C'était Pierre. « Bonjour, maman. Je voulais juste te saluer et te demander comment tu vas aujourd'hui. » J'avais souri, le cœur léger. Peut-être, après tout, qu'il n'est jamais trop tard pour qu'un fils apprenne à aimer vraiment. Les mois qui ont suivi ont consolidé ce changement. Pierre et Sophie ont continué à vivre modestement, apprenant à gérer leur budget sans mon soutien financier. Pierre a obtenu une promotion dans son travail principal, ce qui leur a permis de stabiliser leurs finances. Sophie, de son côté, a prolongé son contrat dans l'école de langue et a commencé à envisager une carrière à long terme. Claudine, fidèle à sa parole, a rendu la bague en diamant. Elle l'a remise à Pierre avec une lettre où elle s'excusait de ne pas avoir vu plus tôt l'injustice de la situation. « Je ne veux rien qui ait été acheté au prix de la dignité de ta mère », avait-elle écrit. Ce geste, plus que tout, m'a montré que même les relations les plus tendues pouvaient être réparées avec de l'honnêteté. La fondation Mères oubliées a continué de prospérer. En 1 an, nous avions aidé plus de 100 femmes, leur offrant non seulement un soutien financier, mais aussi un sentiment d'appartenance. Lors d'une réunion avec les bénéficiaires, Madame Louise, la femme qui m'avait tant touchée, m'a prise à part. « Madame Isabelle, grâce à vous, j'ai retrouvé ma foi en l'humanité. Mes enfants ne sont peut-être jamais revenus, mais maintenant, j'ai une nouvelle famille. » Ces mots m'ont rempli d'une joie douce amère. J'avais créé quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui survivrait à mon nom. Camille, quant à elle, s'est épanouie dans ses études. Elle passait souvent me voir pour me raconter ses progrès à l'université, ses ambitions de devenir chirurgienne et ses rêves de voyager pour aider les communautés défavorisées. Tout ça, c'est grâce à toi, mamie, me disait-elle souvent. Tu m'as montré qu'une femme peut tout accomplir si elle croit en elle-même. Élodie, ma petite fille, grandissait à vue d'œil. À chaque visite, elle apportait un nouveau dessin ou une petite histoire qu'elle inventait pour moi. Ses yeux pétillants et son rire me rappelaient Pierre à son âge, mais avec une différence cruciale. Elle grandissait dans une famille qui valorisait l'amour et la gratitude. Un soir, alors que je lisais un livre dans mon salon, Pierre était passé à l'improviste. Il n'avait rien demandé, il voulait juste partager un café avec moi.
Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, et pour la première fois depuis des années, notre conversation n'a pas porté sur l'argent ou les problèmes. Il m'a parlé de ses projets pour l'avenir, de son envie d'enseigner à Élodie les valeurs que je lui avais transmises. « Maman, je veux qu'elle sache tout ce que tu as fait pour nous. Je veux qu'elle grandisse en étant fière de sa grand-mère. » Ces mots, simples mais sincères, valaient plus que tout l'argent du monde. À la fin de l'année, j'ai organisé une grande réunion familiale dans ma maison du Vésinet. C'était la première fois depuis longtemps que nous nous réunissions tous sans tension ni attente. Pierre et Sophie ont apporté un gâteau qu'ils avaient préparé eux-mêmes, un geste modeste mais empreint de cœur. Claudine a partagé des histoires de son passé, révélant une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Camille a annoncé qu'elle avait été acceptée pour un stage dans un hôpital à Genève, et Élodie a couru partout, distribuant des câlins à tout le monde. En regardant ma famille réunie, j'ai ressenti une gratitude profonde. J'avais traversé des années de douleur, d'humiliation et de doute, mais j'en étais sortie plus forte, plus sage et entourée d'un amour que je n'avais jamais cru possible. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, je me suis promenée dans mon jardin sous la lumière de la lune. Les roses que j'avais plantées des années auparavant étaient en pleine floraison, leurs pétales doux et vibrants sous mes doigts. J'ai repensé à la femme que j'étais 2 ans plus tôt, brisée par l'ingratitude, et à la femme que j'étais devenue, une femme qui avait appris à se respecter, à aimer sans se perdre, à donner sans s'épuiser. J'ai sorti l'album photo que Pierre et Sophie m'avaient offert, et je l'ai feuilleté à nouveau. Chaque page racontait une histoire de résilience, de pardon et d'amour retrouvé. La dernière page, avec le message de Pierre, m'a fait sourire. « Les dernières années de ta vie seront les meilleures », avait-il écrit. Et il avait raison. À 73 ans, j'avais enfin tout ce que j'avais toujours voulu. Une famille unie, une mission qui donnait un sens à ma vie, et la paix intérieure qui vient de savoir qu'on a vécu avec courage et authenticité. En rentrant dans la maison, j'ai entendu mon téléphone vibrer. C'était un message de Pierre. « Bonne nuit, maman. Merci d'être la meilleure mère du monde. On se voit demain ?» J'ai répondu. « Bonne nuit, mon fils. Oui, à demain. » Et pour la première fois depuis des décennies, je me suis endormie, avec le sentiment que tout était exactement à sa place. Les années qui ont suivi ont été marquées par une douceur que je n'avais jamais connue auparavant. Pierre et Sophie ont continué à construire leur vie avec humilité et effort. Ils ont déménagé dans une maison plus grande, achetée avec leurs propres économies, et ont accueilli un 2e enfant, un petit garçon nommé Louis. Chaque fois qu'ils venaient me rendre visite, ils apportaient quelque chose de simple. Un bouquet de fleurs, un dessin d'Élodie, une tarte faite maison. Mais ces gestes étaient empreints d'une affection sincère, qui valait plus que tous les cadeaux coûteux du passé. Claudine est devenue une amie inattendue. Nous prenions parfois le thé ensemble, partageant des histoires de nos vies et riant des erreurs que nous avions toutes 2 commises en tant que mères. Elle m'a confié un jour qu'elle avait toujours envié ma force, mais qu'elle n'avait pas su comment me le dire. « Tu as changé ma fille, Isabelle. Et tu m'as changé, moi aussi. » La Fondation Mères oubliées est devenue un phare d'espoir pour des centaines de femmes à travers la France. Avec l'aide de Marianne et d'une équipe grandissante de bénévoles, nous avons ouvert des centres d'accueil dans plusieurs villes, offrant non seulement un soutien financier, mais aussi des ateliers, des groupes de parole et un espace où ces femmes pouvaient retrouver leur dignité. Lors d'un gala de collecte de fonds à Paris, Madame Louise, désormais ambassadrice de la Fondation, a prononcé un discours qui a ému l'Assemblée. Grâce à Madame Isabelle, j'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement celle qui nous est donnée, mais celle que nous choisissons. Et aujourd'hui, je suis entourée d'une famille plus grande que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Camille a terminé ses études de médecine avec mention et a commencé à travailler comme interne dans un hôpital à Lyon. Elle m'appelait chaque semaine pour me raconter ses expériences et à chaque conversation, je ressentais une fierté immense. « Mamie, tout ce que je fais,
C'est pour te rendre fière, me disait-elle. Tu m'as montré qu'une femme peut changer le monde. Une vie à la fois. Élodie et Louis, mes petits-enfants, ont grandi en m'appelant Mamie Isabelle, avec un amour débordant. Élodie, à 4 ans, avait déjà une imagination débordante et me racontait des histoires fantastiques, où j'étais toujours la héroïne. Louis, plus calme, aimait s'asseoir sur mes genoux pendant que je lui lisais des contes. Leur présence dans ma vie était un rappel constant que l'amour véritable transcende les générations. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur le Vésinet, Pierre m'a invitée à dîner dans leur nouvelle maison. C'était une maison modeste, mais chaleureuse, décorée avec soin par Sophie. Après le dîner, Pierre m'a prise à part. « Maman, je veux te donner quelque chose. » Il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un médaillon en argent gravé d'une rose, symbole de mon jardin et de ma résilience. « Ouvre-le, m'a-t-il dit. » À l'intérieur, il y avait une photo de nous deux, prise lors de ce déjeuner où il m'avait présenté Élodie pour la première fois. De l'autre côté, une inscription. « À ma mère, ma force, mon amour éternel. » « Pierre, c'est magnifique, » ai-je murmuré, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de nous tous, Sophie, Élodie, Louis et moi. On voulait que tu aies quelque chose à porter près de ton cœur pour te rappeler qu'on t'aime, pas pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai accroché le médaillon autour de mon cou et je l'ai touché doucement. Il était léger, mais il portait le poids d'une vie entière de lutte, de pardon et de rédemption. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme de 75 ans qui avait non seulement survécu, mais prospéré. Une femme qui avait transformé la douleur en force, l'ingratitude en amour et la solitude en une famille unie. Aujourd'hui, je suis complète, ai-je murmuré à mon reflet. Et en me couchant, j'ai su que, peu importe ce que l'avenir me réservait, j'avais déjà tout ce qui comptait. L'amour, la dignité, et la certitude que j'avais vécu une vie fidèle à mes valeurs. Le lendemain, Pierre m'a appelé, comme il le faisait maintenant presque tous les jours. « Bonjour maman, tu veux qu'on aille se promener au parc avec Élodie et Louis cet après-midi ?»« Avec plaisir mon fils, » ai-je répondu, un sourire dans la voix. Et en raccrochant, j'ai ressenti une vérité profonde. L'amour véritable, celui qui est gagné à travers l'effort et le respect, est le seul qui dure éternellement.